Merci à Philippe, à Monsieur le maire et à la municipalité de nous avoir permis de faire ça. C'est toujours en principe des moments agréables. Espérons. Alors on va peut-être commencer par présenter Gilles pour ceux qui ne le sauraient pas tout déjà de lui. Donc tu es né à Orthès il y a 47 ans, 8, 48 ans. Tu es l'aîné de 7 frères et sœurs, ce qui assure déjà un certain public pour certaines occupations. Alors, dès le CP, tu as eu un goût déjà très prononcé pour l'écriture. Et pour l'écriture sportive. Pour l'écriture sportive. Puisque, oui, les premières choses que j'ai écrites, c'est la composition de l'équipe de Saint-Étienne. CP 1976, on ne pouvait pas faire autrement. La grande époque. Quand tu rentres au CM2, là tu déménages et tu reviens habiter sur Orthès. Et là, une grande découverte. Le basket. Voilà. Pour moi, mes parents habitaient à Mourenx. Donc Mourenx, ville ouvrière, grosse équipe de handball féminin, du rugby, de la pelote basque, mais du basket. Voilà, je découvre mes premiers panneaux de basket à la moutette et puis... Pour ne plus jamais les lâcher. Ah non, terminé. En 6e, tu te fais remarquer par tes professeurs, surtout tes professeurs de français, qui en salle des professeurs ont une nouvelle occupation grâce à toi. Ben, c'est ça, ils lisaient mes rédactions à l'ensemble des professeurs. Voilà, dans mon dos. Il t'avait pas demandé. Et je n'ai jamais eu reçu de droit d'auteur. Voilà. À l'adolescence, là, tu continues à écrire, mais alors là, c'est un peu différent. Là, tu écris donc pour ta famille, pour amuser la galerie, on va dire. Oui, pour amuser mes frangines, essentiellement. Parce que pour moi, c'est une occupation, c'est un peu naturel, quoi. L'écriture, c'est une seconde nature, quoi. Et je me suis dit qu'à un moment donné, ça serait pas mal de faire lire à quelqu'un, donc autant le faire lire à l'entourage immédiat. Et comme j'ai 3 sœurs qui viennent juste après moi dans l'ordre de naissance, ça a été mon premier public. Et bien sûr, elles ont adoré. Le fan club est né, et pousse un peu. Oui. C'est elles qui m'ont un peu poussé à envoyer, à participer à des concours, à faire en sorte concours donc de Wanadoo. Et puis après, voilà, ça c'est plus tardif, mais m'ont poussé à envoyer des nouvelles, dont une qui a gagné le Grand Prix, qui était organisé par l'opérateur Wanadoo, pour les plus vieux. C'était avant Orange. Voilà. Et c'était un concours en ligne. C'était un concours en ligne sur Internet. Et à ma grande surprise, non seulement j'ai gagné, mais en plus j'ai eu des remarques qui étaient vraiment très très sympathiques, voire un peu gênantes, puisque certains lecteurs en ligne me disaient que je n'avais pas le droit de participer, puisqu'on participait sous un pseudo. Et que c'était amateur et que c'était réservé aux amateurs et donc je n'avais pas le droit de participer. Donc autant vous dire, parce qu'il me prenait pour un écrivain professionnel, autant vous dire que pour l'ego ça fait quand même du bien. On se dit que finalement ce qu'on écrit c'est peut-être pas si mauvais que ça, parce que j'ai toujours un regard très 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 critique sur ce que je produis. Et puis du coup ça m'a donné envie effectivement d'aller un petit peu plus loin et de chercher un éditeur pour un truc un petit peu plus gros. Oui, parce que là, Wanadoo, tu as été récompensé, mais le livre n'a jamais été publié. Non, il n'y a pas eu de publication, c'était juste un concours en ligne où les gens pouvaient lire toutes les nouvelles qui étaient proposées. Il y avait ensuite un jury qui se réunissait et qui choisissait la nouvelle qui leur paraissait la plus intéressante ou pertinente par rapport au thème. Parce qu'il y avait un thème imposé, je me rappelle bien, c'était une nouvelle dans laquelle il fallait placer 5 mots. C'est très à la mode dans les concours de nouvelles. Et je me rappelle qu'en fait ma nouvelle était déjà écrite, qu'il y avait déjà des mots qui étaient... il y avait 3 ou 4 de ces mots qui étaient dans ma nouvelle, par hasard. Et donc j'ai juste eu à l'ajuster un petit peu pour la mettre aux normes du concours, pour pouvoir participer. Et a priori ça a plu. Voilà. Et là, en 2003, bien longtemps, enfin pas très longtemps après ce concours Wanadoo, première publication, de façon un peu aussi bizarre. Oui, alors en 2003, je passe le concours d'enseignant.
Je me retrouve donc à l'IUFM de Mont-de-Marsan et on monte une association d'aide au développement scolaire pour le Sénégal. Et on lance l'association, on a 0 fonds. Et en fait, mes collègues se rendent compte que pendant les cours, je ne suis pas tellement les cours, je suis en train de griffonner des trucs sur mes feuilles. En fait, j'écris des poèmes. Toute l'année, j'ai écrit des poèmes. Et certains les lisent, trouvent ça rigolo, marrant, et ils se disent, c'est peut-être une idée, on a peut-être une idée. On va demander à la prof d'art plastique sa participation. On va lui demander de pouvoir illustrer tes poèmes, et on l'édite, on le vend, et ça nous permet d'avoir quelques sous pour lancer l'association. Et l'association, les premiers fonds d'association, ça a été les quelques euros qu'on a récupérés sur cette compilation de poèmes écrits pendant l'année de stagiaire à l'IUFM. Et tu as quand même réussi à devenir... Oui, j'ai quand même réussi. Ouais. Malgré tout. Donc aujourd'hui, tu es enseignant spécialisé à l'Institut médico-éducatif de Mont-de-Marsan. Tu habites depuis... C'est pas rien, hein. Ça en jette, hein. Tu habites depuis 2007 à Sainte-Colombe, avec Laetitia et tes 3 enfants. Côté basket, après avoir... Elle voulait peut-être passer inaperçue, c'est raté. Je crois que Côté basket, après avoir entraîné pendant 5 ans les filles de Agetmo, tu es parti au Tursan Basket Chalos, où tu y es maintenant depuis 4 ans. Voilà, c'est ma 5e saison maintenant. Et on arrive à ce qui va être le cadre de lancer franc, le basket. Oui. Qui n'est qu'un cadre finalement. Pour le roman ? Oui. Oui, c'est un peu la trame de fond. C'est la trame de fond. C'est un petit peu, si j'osais une comparaison à la peinture, je ne suis vraiment pas bon. Enfin, c'est le peintre qui fait d'abord sa trame de fond, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit Laetitia, pour ensuite peindre par-dessus. Ah ben, c'est les peintres, donc autant profiter de son savoir-faire. Voilà, c'est vraiment, c'est on va dire le décor, voilà, qui permet ensuite de parler à l'intérieur de personnages, de choses un petit peu bizarres, de choses un petit peu plus connues des gens du milieu basket, notamment ici dans le sud-ouest, parce que ça reste quand même une équipe du sud-ouest. Hein, oui, alors le Muse Basket Club, au croisement de plusieurs départements, on va dire. Géographiquement, moi je le situerais, alors il faudrait revoir la carte de France, mais s'il y avait un lieu où le Lot-et-Garonne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques se touchaient, ça serait ce point-là. Ça serait à Mius. Ça serait dans ce coin-là. Voilà. Donc là, on a le décor, les personnages. Alors les personnages, ils s'articulent tous autour du club de basket. Alors on commence avec le président, Jean Lopez, qui est propriétaire des entreprises Lopez et du club de basket, qui sort d'une vie monacale par nécessité pour reprendre les entreprises Lopez et diriger le club de basket. Voilà. Alors c'est un personnage qui a des méthodes de recrutement, on va dire, assez particulières, assez personnelles. Oui, un petit peu. C'est un petit peu... fantaisiste. Un petit peu hors cadre, un peu fantaisiste. C'est un peu son joujou. Mais c'est un personnage comme on peut en rencontrer, alors qu'il y a des côtés un petit peu caricaturaux, mais un personnage comme on peut en rencontrer aussi dans le basket landais ou pas très loin. Moi, j'en ai déjà rencontré un petit peu comme ça. Des gens qui prennent la tête du club parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qui en font un petit peu leur joujou. C'est leur joujou, voilà, leur passe-temps. Donc lui, il s'en sert de joujou, il va essayer de monter une grosse équipe parce qu'il a la possibilité aussi, puisqu'il dirige l'entreprise Lopez, de recruter ses joueurs et de les faire travailler au sein de cette entreprise. Donc c'est un moyen pour lui de faire venir des gens. C'est des méthodes que l'on voit aussi ici, hein. Voilà. Ensuite, les entraîneurs, il n'est qu'un binôme, un homme, une femme. Alors, Omar Zouzou, c'était l'entraîneur plutôt de fond, on va dire, l'entraîneur qui fait pas de vagues. Voilà, le technicien, voilà. Qui est un jeune du village, qui a grandi là, qui a été contraint de passer à l'entraînement parce qu'il ne pouvait plus jouer. Qui rêve de pouvoir entraîner des joueurs qui sont vraiment basket
et puis qui jusque-là s'est retrouvé avec des gens avec qui moi j'ai joué. Je m'en suis servi comme personnage, c'est-à-dire des gens qui étaient plus physico-physiques que tactico-tactiques. Voilà. Et il se fait aider de Dionne Perlin, Didi, qui est le personnage pivot du roman. Ouais, c'est le seul personnage féminin du roman, et c'est le personnage autour duquel quasiment tout le roman va s'articuler. Qu'est-ce que je peux en dire ? C'est une jeune fille qui a... la particularité, c'est qu'elle se balade avec un bandeau sur les yeux. Elle fait l'aveugle. Elle est volontairement aveugle. Elle est volontairement aveugle, voilà. Mais, alors, assez paradoxalement, c'est celle qui semble voir le mieux les choses et comprendre le mieux les choses. Voilà. Elle est entraîneur de basket, mais n'a jamais joué au basket. Elle n'a jamais pratiqué, non. Est-ce que pour toi, ce genre de binôme, un technicien et qu'est-ce qu'on peut dire, une théoricienne, même pas... Une assistante psychologue. Voilà, oui. Moi, j'en rêve. C'est pour toi le binôme parfait pour entraîner une équipe ? En tout cas, pour l'entraîneur, c'est vraiment l'assistante parfaite parce qu'il est sûr d'une chose, c'est que comme elle n'a jamais pratiqué, elle ne lui piquera jamais la place. Ça, c'est certain que pour un entraîneur, c'est hyper confortable. Après, on se rend compte, quand on entraîne des équipes seniors, qu'une grande partie du travail, c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion de groupe. Et c'est vrai qu'elle, particulièrement au sein de cette équipe, même si ça n'est jamais expliqué clairement, ça reste vraiment implicite, c'est son travail. C'est elle qui va dénouer certains nœuds, qui va intervenir à des moments clés. Déceler des petites choses. Voilà. Elle exactement. seule est capable de remarquer. Voilà. Tandis que l'entraîneur, Omar, lui est foncièrement obnubilé par le jeu, la technique, la tactique, le résultat. Voilà. Elle, c'est vraiment le complément humain à côté. Après les joueurs, alors on a le grand Ian Biles. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Alors, pour certains personnages, moi je me suis, soit très clairement parce que les noms sont des noms qui existent, soit de façon presque explicite, je me suis, je me suis un petit peu arrogé le droit de prendre des noms de personnages que je connaissais, ou en tout cas qui évoquent quelque chose, parce que Biles, comme ça évoque rien, mais par contre, si je vous dis que je me suis appuyé sur le personnage de Fred Weiss, ça vous parle. Voilà. Fred Weiss, ancien pivot de l'équipe de France, de 1m10, que tout le monde trouvait un peu mou, un peu lunaire, un peu... en attendant, le type, il est vice-champion olympique de basket, voilà, il a fait une carrière remarquable, et je me suis servi de lui pour ce personnage de Ian Biles, qui est par ailleurs un personnage un petit peu hors norme. On a l'impression qu'il sort d'un livre pour enfants. Oui. On a l'impression qu'il arrive d'un album C'est le Pierrot pour enfants. lunaire. C'est le Pierrot lunaire. C'est le gars. On va tout au long du roman, on va se rendre compte que il lui arrive des aventures que lui seul arrive à expliquer et que Dionne arrive à expliquer aussi, l'entraîneur adjoint. Des choses absolument improbables, et pourtant ça semble être tout à fait véridique. Alors, oui, là c'est complètement... oui, là c'est perché là. Oui, c'est très perché. C'est un gars perché, il est très grand, il est très perché. Il y a aussi Antonio Barras. Alors Antonio, lui, c'est celui qui connaît des histoires et qui les raconte. Voilà, la passion d'Antonio, c'est de raconter des histoires. Et donc il est, lui aussi est embauché par Jean Lopez et travaille dans les entreprises. Et lors des pauses, il va petit à petit, les gens vont venir autour de lui parce que c'est un conteur hors pair et il va se lancer dans des feuilletons. Un feuilleton qui va se poursuivre à la pause déjeuner, voilà, qui va se poursuivre jour après jour, semaine après semaine, et qui attire de plus en plus de monde parce que ces histoires sont passionnantes et sont là aussi complètement décalées. Et pourtant, Et pourtant. on peut pas. Et pourtant,
dire. À tout dire. Non, on peut pas. Carlos Vasquez, alors lui c'est le belâtre, Alors Carlos Vasquez, c'est le joli cœur de ces dames. voilà, c'est le tombeur, c'est le gars qui est un excellent joueur, qui est un joueur, un esthète du basket, un esthète du ballon, et en même temps à côté quelqu'un qui charme tout le monde, quelqu'un qui va charmer tout le monde et qui va très vite au sein des entreprises de Lopez prendre une importance, son importance va aller grandissante, en grandissant. Voilà. De plus en plus. Et puis John Cordell, l'entraîneur de l'équipe nationale de basket. Alors lui, c'est une personne très reconnue dans le milieu du basket, qui donne des conférences, qui écrit des livres, mais dont les nerfs sont mis souvent à rude épreuve. Alors John Cordell, c'est le formateur. C'est le formateur qui va de ville en ville pour former les entraîneurs. Et c'est un personnage important aussi dans le roman parce qu'on se rend compte très vite que, a priori, Dionne a des comptes à régler avec elle. Voilà. Puisqu'elle va un petit peu le titiller lors de ses conférences et mettre à mal sa réputation. Sa réputation et puis même son expertise sur le basket, quoi. Pour toi, dans ce livre, quel est le personnage que tu as trouvé le plus attachant? Alors, on a travaillé ensemble, mais je me rappelle plus ce que je lui ai dit. Tu veux que je te souffle? Peut-être que ça a changé. Mais c'est ça, je sais pas. Finalement tous. D'une semaine à l'autre. Oui, parce qu'après... Toi, tu m'as répondu du tac au tac. C'est vrai? Oui. Quand je t'ai posé la question, tu n'as même pas réfléchi, tu m'as répondu du tac au tac. C'est une excellente question. N'est-ce pas? Alors, bon, déjà, non, mais c'est vrai que... moi, j'ai mis un petit peu de moi dans chacun des personnages, donc déjà, c'est un peu plus facile pour écrire. Après, je ne sais absolument pas ce que je t'ai répondu. Moi j'ai adoré, ce que je sais, c'est que j'ai adoré écrire des passages sur Joan Cordell. C'est lui, tu m'as répondu du tac au tac. Ah ben voilà, d'accord. Bon, moi je suis raccord avec ça va, idées, on est bien. tranquille. Pour une raison très simple, c'est que ça m'a rappelé moi des souvenirs basket sur mes formations d'entraîneur. Là je me suis carrément appuyé sur un homme à qui je dois beaucoup moi, dans ma formation, qui s'appelle Jean-Paul Cormilly, qui a été directeur technique national adjoint du basket, qui est un Lot-et-Garonnais, à qui j'ai envoyé le bouquin et qui m'a répondu aussitôt parce qu'il s'est reconnu immédiatement dans le personnage. Il m'a dit, à part le fait que moi je n'ai pas de ventre, je ne suis pas grassouillé comme tu le mets dans le roman, mais sinon il m'a dit, je me suis reconnu absolument. Et le nom de Cordell, en fait, c'est à moitié entre Cormy et Jardel, qui est un entraîneur très connu aussi, avec qui j'ai fait quelques formations et qui sont vraiment deux personnages, en plus d'être des messieurs du basket en termes de connaissances et de degré d'expertise, ce sont en plus des gens hyper attachants, très cultivés, avec qui j'ai pu avoir de très très grandes conversations, y compris en dehors du basket, parce que c'est ce qui est intéressant aussi avec ces gens-là, c'est qu'ils ne vous forment pas simplement à une activité sportive. Moi, Jean-Paul, il m'a beaucoup appris sur la vie, quoi. C'est une façon de le remercier. Ah oui, complètement. Ouais. Comment tu le classerais, ce livre? Parce que quand on m'a demandé de le faire, on a un peu de polar, on a un peu de roman, on a un peu de documentation de basket, on a un peu... Oui, alors c'est pas un documentaire basket, je tiens à rassurer les lecteurs de romans. C'est un roman, effectivement. Alors il y a du polar, effectivement, puisqu'il y a quand même... quelques intrigues. Il y a des morts, il y a une mort suspecte, il y a au moins 2 meurtres, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Pas te dire non plus, en plus. Non, mais ça arrive. On va vite s'en rendre compte dans le roman. Mais
Et en même temps, il y a des côtés un petit peu, c'est un peu vaudeville quoi par moment, c'est un peu de la farce. C'est vrai que quand je décris la saison de Mius, parce que l'équipe va faire une grosse saison forcément avec le recrutement qu'ils ont fait, notamment en coupe. Alors, coupe des Landes, Sud-Ouest, Coupe de France, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'ils sont du monde, peut-être pas. Mais toujours est-il que c'est vrai que quand je raconte les passages où je parle un petit peu de leur rencontre, puisqu'il faut quand même en parler. Alors il y a quelques anecdotes qui sont vraies, puisqu'elles m'ont été racontées justement par les gens à qui je dédicace ce livre. Il y en a d'autres que j'ai purement inventées, et donc on est un petit peu dans la farce et dans le burlesque. Donc c'est un petit peu mélangé, c'est pas forcément... je crois que c'est inclassable. Puis c'est la façon que j'ai d'écrire, je n'ai pas forcément, je recherche pas d'entrée, je vais dire là je vais écrire polar. Non, je n'y arrive absolument pas. Donc j'écris, ça vient, et puis ce qui vient, mais c'est bien. Il y a un peu de tout, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Voilà, c'est une tranche de vie un peu aussi. Est-ce que tu pourrais nous lire un de tes passages préférés, ou le passage qui, toi, en tout cas, te tient le plus à cœur? C'est là où il faut que tu me prêtes tes lunettes. Oui, c'est vrai. Alors je vais vous lire en fait un extrait qui se situe au tout début du livre. On retrouve un personnage qui s'appelle Pablo, à qui il arrive quelque chose d'assez atroce, mais en fait vous allez découvrir en même temps que lui parce que il ne sait pas comment il est arrivé là et ce qui lui est arrivé. Là, on ne fait pas de photos. Hein. Et j'aurais pu avoir des lunettes à stress. Alors, je vous le lis. Merci. Alors, je vous lis. J'ai choisi ce passage parce qu'en fait, vous allez voir ce qui lui arrive à ce pauvre garçon. Et c'est un peu comme un feuilleton tout au long du roman, là aussi, puisqu'on va le retrouver dans cette situation. Mais qui évolue. Voilà, qui va évoluer petit à petit et dont il va essayer de se sortir. Voilà. J'avais 15 ans et je me disais, Pablo, que vas mourir. Je ne sais pas où je suis, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne peux pas bouger, mais je sens. Je sens cette odeur, forte et enivrante. Quand je dis enivrante, je devrais dire étouffante, asphyxiante pour être tout à fait précis. J'ai beau tourner la tête d'un côté, de l'autre, les effluves arrivent par vagues à mes narines. C'est ce qui m'a réveillé, l'odeur. C'est curieux de constater qu'une sensation du quotidien, plutôt agréable au demeurant, peut devenir agressive et agressante dans une situation inadaptée, dans un moment inopportun. Prends l'odeur des grillades. Un jardin avec de l'herbe, une grande table déjà dressée, des amis en train de prendre un verre, le soleil qui se couche au fond, après avoir cogné toute la journée. Ce petit vent qui arrive soudain, et cette odeur de barbecue qui monte alors, comme pour servir de liant au décor. Tu la sens cette odeur ? Bon. Eh bien, imagine-toi maintenant, à l'intérieur d'un gymnase, en plein mois d'août, en train de subir une de ces séances de préparation physique d'avant-championnat. Tu transpires, tu souffres, mais tu te sens vivre. Et d'un coup, voilà qu'arrive cette même odeur de barbecue. La même viande, même temps de cuisson, même quantité de charbon sur le grill. La même. Et cette même odeur, elle t'agresse, elle t'insulte, elle te mord les narines. Et tu grimaces parce que ça pue, ça t'empêche de respirer. La même odeur. C'est pareil pour le pain grillé. Quand son odeur te chatouille le matin dans ton lit et vient te chercher jusque sous les draps. Quand tu passes dans le froid devant la porte ouverte d'une boulangerie. Quand tu rentres affamé après une journée de labeur. Eh bien, c'est fou, mais cette odeur dont tu demanderais la béatification au pape dans ces moments-là, cette odeur, tu peux la trouver détestable. Exemple, tu cogites depuis un quart d'heure sur un problème de mathématiques. Un problème simple. Montrer que la somme de 3 nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Toi, tu as senti le truc. Tu as tenté l'expérience avec 15 nombres différents, tu es persuadé que c'est un multiple de 3. Mais tu n'arrives pas à l'écrire, à le formuler en langage mathématique. Ça ne serait pas dramatique.
si tu n'étais pas en examen. Et pas un examen banal, l'examen qui t'ouvre les portes d'un nouveau job, de l'école que tu voulais intégrer, de la formation dont tu rêvais. Et alors que tu es là, en train de cogiter, que tu as déjà gribouillé et hachuré 2 pages de brouillon, que tu sais la solution à portée de ton stylo, tu sens cette odeur de pain grillé te monter au nez. La même pâte, même temps de cuisson, même quantité de bois dans le four, la même. Et cette même odeur, elle t'agresse, elle t'agace, elle te mord les narines et tu grimaces parce que ça pue, ça t'empêche de réfléchir. La même odeur. Même l'odeur de la transpiration peut être agréable, quand c'est celle de la femme que tu aimes, que tu viens d'aimer, et que tu es encore là avec elle dans les draps défaits, ruisselants, à moitié endormis sur son sein, tandis qu'elle te caresse la tête et que ses lèvres subtiles, l'odeur de ses aisselles. Même l'odeur du tabac peut s'avérer exquise. Même celle d'un chien mouillé. Même celle de l'essence. Mais pas au réveil. J'avais 15 ans et je me disais, Pablo, que vas mourir. Je ne sais pas où je suis, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne peux pas bouger, mais je sens. Voilà. Et donc bon, on espère que ça va évoluer pour lui parce qu'il est un peu mal barré. Et alors, tu nous as amené un livre aussi. Ah oui, parce que Véronique m'a demandé de lire un extrait du bouquin, mais enfin, je voulais amener celui-là quand même, parce que celui-là, c'est mon bouquin de chevet, ça a été mon héros pendant des années. J'ai essayé d'être Cyrano de Bergerac moi-même, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué parce qu'il est quand même jusqu'au boutiste, et même si je le suis un petit peu... lui, il va l'être jusqu'à la mort. Alors je voulais juste vous lire un petit passage parce que c'est un passage qu'on oublie souvent. De Cyrano, on a tous en tête. Déjà, on se rappelle de Depardieu dans le rôle qui avait été absolument formidable quand le livre avait été mis en image. Tout le monde se rappelle la tirade du nez, mais juste après la tirade du nez, moi, il y a un passage qui m'a toujours gratté et qui me gratte toujours. Alors je vous le lis. Il dit, Vicomte, laissez donc le Vicomte suffoquer. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Cyrano, moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un fréluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi comme un corset, et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Voilà, moi c'est mon passage préféré de Cyrano de Bergerac. Je voulais vous le partager avec vous. Voilà. Nous t'en remercions. Alors je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser à Gilles, peut-être sur son livre, sur... Moi j'ai une organisation personnelle, on connaît ton métier, on est ta passion d'entraîneur aussi, je suis de la famille. Ta famille, oui. Quand c'est que tu prends le temps d'écrire Oui, j'écris quand tout le monde est couché, que j'ai fini mon boulot, si j'ai encore quelques forces, j'écris. Voilà. Donc c'est après 23h ou après minuit. Et puis après, un petit peu quand je suis seul à la maison, ce qui arrive rarement. Et parce que l'organisation personnelle, effectivement, est un peu tendue et un peu serrée. Donc là, la rentrée est arrivée et paradoxalement, la rentrée m'aide. Parce qu'on a des temps bien précis. Et donc on arrive j'arrive à me dégager du temps, mais pendant les vacances scolaires c'est impossible, c'est carrément impossible. L'invasion des enfants. Oui, et puis on change de rythme, on voit du monde, on bouge, enfin, voilà. Donc essentiellement la nuit. Tu avais fallu combien de temps pour l'écrire alors déjà, je dois préciser, c'est un roman qui a presque une dizaine d'années. Je dis presque parce que je me rappelle
pas vraiment quand est-ce que je l'ai écrit. Je l'ai un petit peu écrit pour solder mes années basket. C'est-à-dire que voilà, j'ai été éducateur sportif dans un club, puis j'ai été conseiller technique départemental. Et j'ai eu à un moment donné aussi le besoin d'écrire sur ce que j'avais vécu et peut-être oui, de solder un petit peu ces années-là. Donc ce qui est sûr, c'est que je l'ai écrit après, pas avant 2005. Je pense que je l'ai écrit il y a 8-10 ans et j'ai dû l'écrire en... Il ne m'a pas pris longtemps, je pense que j'ai dû mettre 3-4 mois. En 3-4 mois, j'ai dû le finir. Et entre 2005 et aujourd'hui, la vie des clubs ou la vie des équipes, c'est la même. Il y a eu une évolution. Et oui. Ça n'a pas beaucoup changé. Et voilà. Ouais. Oui. Le basket dit amateur, il a du plomb dans l'aile, quoi. Alors, moi, je suis... Enfin, comment dire, j'ai un petit peu... Il y a deux positions par rapport à ça. Hein. C'est une évolution, on l'accepte. On est dans un pays qui est de plus en plus libéral. On est dans une start-up nation, il paraît. Donc, on devrait avoir une start-up federation qui devrait dire, après tout, on accepte tout ça, les joueurs sont payés. Pourquoi pas, hein. Ça va dans le sens de l'histoire, on va dire, voilà. Et puis on peut aussi se dire que ça reste du basket amateur, qu'on fait du basket de village pour les gens qui sont dans nos villages, que les clubs maintenant de plus en plus font un effort sur la formation, c'est-à-dire emploient un éducateur sportif. Et la question, je crois, moi, qu'il faut se poser en tant qu'entité, en tant que club, c'est si on embauche un éducateur sportif pour faire de la formation, est-ce que de notre côté, on va payer des joueurs pour jouer en équipe première? Moi, il me semble qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est soit dans la réflexion globale d'un projet, soit dans... Alors, parfois, moi, j'ai déjà rencontré le cas, hein, c'est l'histoire d'une personne donc, qui veut, comme Jean Lopez, faire son joujou du club, mais ça veut dire que là, il y a un manque de réflexion au niveau global. Et moi, une des choses qui m'a plu quand je suis parti sur Samadé, c'est qu'effectivement, dès la première réunion, les choses étaient posées. On m'a dit très clairement, on a des jeunes qui sont issus de nos villages, on estime qu'ils ont le niveau pour continuer à ce niveau. On ne veut pas faire de recrutement en allant allonger la planche à billets ou en sortant le carnet de chèques. Nous, on souhaiterait que tu fasses perdurer ce projet avec ces jeunes issus de nos villages. Moi, j'ai dit de suite banco. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me paraissait absolument cohérent, à la fois dans la vie d'un club et puis dans la vie aussi sociale d'un village. Et d'un village, en l'occurrence de plusieurs villages, puisqu'il y a plusieurs communes regroupées. Voilà. Mais bon, je ne sais pas, la Fédé planche depuis 2-3 ans sur soi-disant des interventions pour relever des fraudes fiscales, mais on sait pertinemment que il y a moyen de contourner et de faire différemment. Voilà, il n'y a pas, comment dire, à quelques kilomètres d'ici, il y a un club où il n'y a rien qui apparaît sur la comptabilité, c'est le président qui paye lui-même l'appartement, la voiture et le joueur. Donc sur ses deniers propres. Bon, voilà. Mais qu'on ne me dise pas que le club ne donne rien, c'est pas vrai. Enfin, à travers le président, forcément, il y a un gars qui est payé. Bon, c'est une politique. Moi, pour être allé à Samadé, vous savez de quel côté je penche plutôt. Voilà. Là, tu es complètement à l'envers du Muse. Complètement. Mais ce qui me permet aussi d'en parler très librement et très franchement. Tout comme, je me moque aussi au fur et à mesure que l'équipe de Muse rencontre les adversaires et qu'ils les balayent au fur et à mesure, les entraîneurs contre qui ils jouent se font tous virer. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve complètement démesuré. Qui joue ou pas, d'ailleurs. Pardon ? Qui joue ou pas. Oui, d'ailleurs, tout à fait. C'est quelque chose qui me paraît complètement démesuré si on reste encore une fois dans un projet global pour travailler sur les forces vives des villages, notamment ici dans le sud-ouest, quoi. À partir du moment où on fait confiance à un entraîneur, j'ai envie de dire, si l'entraîneur se fait virer, il faut que tous les dirigeants qui ont choisi cet entraîneur démissionnent. Si on veut être cohérent. Je vous dis, si Arnaud de Bergerac,
c'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré. Je suis jusqu'au boutiste. Mais non, il me semble qu'il y a des logiques comme ça qui s'imposent quelque part, même si on sait pertinemment qu'en tant qu'entraîneur, on est un peu la variable d'ajustement. Hein. C'est plus facile de virer un entraîneur que d'aller chercher 10 joueurs. Mais bon, il me semble que quand le choix de l'entraîneur est fait, c'est un choix qui réfléchit, qui est mûrement réfléchi en fonction, encore une fois, d'un projet global. Et à partir de là, si tout le monde est d'accord, on part ensemble et on fait un bout de chemin ensemble. Si à la fin d'une saison, on voit que le chemin est un petit peu différent, que pour X raisons, les choses ne marchent pas, on dit, bon, nos chemins se séparent là. Mais dire à un entraîneur au bout de 2 mois de compétition, ou même, là j'ai vu récemment, je crois que c'est en foot, avant le début de la compétition, un entraîneur se faire virer, enfin, dans le monde professionnel encore, on est dans le monde de l'argent, c'est autre chose, c'est du business, voilà, c'est du sport spectacle. Faire des chocs Oui, psychologiques. oui, voilà. C'est un fameux choc psychologique. Et médiatique. Et médiatique. Voilà. Mais bon, dans le monde amateur, ce genre de pratique ne devrait pas avoir lieu, tout simplement. Oui, pourquoi ce titre, Lancer franc? Alors. Parce que Lancer franc, c'est suite à une faute de jeu. Oui. Qui est un Lancer franc. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a un... Alors, Lancer franc, au départ, j'avais intitulé ce livre Une saison à Mus. Sauf qu'une saison à Mus, ça me paraissait aller un peu trop dans le sens du basket. Et c'est ce que je voulais éviter, même si, encore une fois, ça se déroule dans le milieu du basket et qu'il y a des choses, effectivement, qu'on retrouve d'une saison de compétition d'une équipe. Oui, mais ça serait un autre sport, ce serait la même. Oui, ça serait oui, un c'est club vrai. d'autre chose, ce serait la même. Et du coup, j'ai choisi Lancer franc parce que le geste technique du lancer franc, en fait, a une importance capitale dans le roman. Tout au long du roman, on le retrouve à plusieurs moments. Il est même très bien expliqué par Joanne Cordel lors de ses interventions techniques. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le lancer franc, hein, pour ceux qui veulent lire le roman et qui ne sont pas du milieu basket. On y trouve la définition. Voilà, il y a une définition complète, il explique très très bien. En plus, il fait sa démonstration et c'est assez pertinent. Pourtant, vous dites, enfin, je n'ai pas lu le livre, pourtant vous dites que ce roman, ça pourrait être un autre sport, voilà. Oui, j'ai choisi le basket. Hein. Oui. Oui. Mais j'ai choisi. Donc, il faut vraiment lire le livre. Oui. Ah oui, je vous assure. L'achetez et Achetez-le. Après, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir une attirance pour le basket ou un savoir pour le basket. C'est vraiment. Ça fait partie du basket. Donc, Oui. Voilà, Parce si qu'il y a- vous dites Oui. que ça pourrait être le foot ou ailleurs, donc. Mais j'aurais choisi penalty. Oui, Je suis j'avais dit. Je pensais que le mot franc avait une importance. Franchise. un petit peu aussi. Un petit peu aussi. Je l'avais choisi C'est pour ça que tu avais gardé ce. Il y avait un petit peu ça. Franchise, Il y a le le côté club de la aléatoire. franchise. Un peu le côté aléatoire, ça prend. Aussi. vraiment pas. Ça passe ou ça passe pas. Ouais. Alors que c'est censé toujours passer. C'est a priori, quand les entraîneurs font des séries de lancers francs avec leurs équipes, on est à 80% de réussite. Quoi. 8 sur 10. En dessous, il faut courir. C'est ça. Il y a une punition si tu veux. À Samadé, ils payent. 1 euro. Mais s'ils sont au-dessus, c'est moi qui paye. Et après, vous C'est allez le vous faire risque. une bouffe, c'est ça? Oui, voilà. J'espère que tu payes souvent. Pas assez. Pas assez. Pas assez avant vous. C'est là pas beaucoup le shooter. Mais ils en shootent énormément en fin de mois quand je suis en position de payer. Voilà. C'est la paille après moi. Donc là, tu as écrit sur le basket. Est-ce que tu envisages d'écrire sur autre chose, un autre thème, un autre... Alors, c'est le seul texte que j'ai écrit sur le basket. C'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Je prépare un recueil, enfin, j'ai un recueil qui est quasiment terminé que je voudrais envoyer un recueil de nouvelles. à un éditeur. Oui. Je n'ai jamais écrit sur le basket, c'est le seul texte que j'ai écrit et c'est le seul texte qu'un éditeur a accepté d'éditer. Te voyant faire ce geste, je pensais à ce que tu me disais, le titre de la première histoire que tu avais écrit chez toi. Je pense à cause de la bouche.
Ah oui, oulala. Oui. Je crois que je l'ai brûlé. Non, oui, j'avais écrit l'histoire d'une colonie de mouches qui recherchait je sais pas, leur reine, une je crois, maison. la reine des mouches, je sais même pas si ça existe. Bon. Les abeilles, oui. Ouais, non, mais voilà, c'est pour dire. Alors, je crois que je l'ai brûlé, cette histoire. Oui. Mais mes sœurs avaient adoré, bien sûr. Ouais. Non, non, ce que j'écris d'habitude, c'est à l'image de la nouvelle qui a été gagnante là, en 2002, qui s'appelle Noir désert. Ce sont souvent des histoires très noires, voire, oui. Là, profitez parce que celui-là, il est gai. Hein. Ce texte est gai, il est assez agréable à lire. Ce que je lis d'habitude, c'est un petit peu plus tourmenté, on va dire. Voilà. C'est peut-être pour ça que personne. Ce que tu lis ou ce que tu écris? Ce que j'écris. Donc là, je suis en train d'écrire un autre roman. Je complète mon recueil de nouvelles. Et voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça sera prêt, mais j'y travaille. En parlant de travailler ton livre, quand tu écris tes nouvelles comme ça, tu te documentes beaucoup ou c'est vraiment l'inspiration qui arrive ou c'est par rapport aussi à d'autres lectures que tu t'inspires? Alors, d'autres lectures parce que là tu dis qu'il y a des morts, il y a peut-être une enquête, j'ai pas lu. Oui, enfin, il y a une enquête. Tu sauras à la fin. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors il y a deux choses. Il y a, je crois que je suis de toute façon influencé par mes lectures, ça c'est sûr, parce que je suis un grand lecteur aussi. Alors quand est-ce que je lis? Quand t'écris ça, Le soir, avant d'écrire. Voilà. Mais je lis très très vite. J'ai cet avantage-là, c'est que je lis très très vite. Et j'ai 3 romans en cours sur la table de nuit, et voilà. Mais voilà, quand j'ai fini d'écrire, je lis. Et après, dors je dors. Ah oui, voilà. Et je dors peu, heureusement. Contrairement à ce que dit ma femme, je ne suis pas un gros dormeur. Je dors beaucoup moins qu'elle. Et ça m'arrange parce que ça me permet de gagner du temps pour faire autre chose. Donc je suis forcément influencé par les lectures que je fais. Il y a un auteur particulièrement, alors en plus de Rostand, mais j'ai pas m'essayer à écrire en alexandrin, ça serait une catastrophe, je pense. Il y a un auteur italien qui s'appelle Alessandro Baricco, que j'adore particulièrement, que certains connaissent peut-être. Il a écrit un livre qui s'appelait Soi, S-O-I-E, qui est alors un summum du roman romantique, que j'ai conseillé d'ailleurs à une lectrice hors sérieux qui m'a dit « Ah ouais, là vraiment, conseille-moi d'autres livres parce que c'est vraiment excellentissime ». Il a monté sa propre école d'écriture en Italie, et c'est vrai que je pense être un petit peu influencé par sa façon de raconter les histoires. Mais après, je lis tellement de choses que je crois que c'est un petit peu tout qui vient. Ouais. Et après, c'était, pardon, vous aviez la suite? Tu te documentais beaucoup. Alors, je suis obligé pour certaines histoires, parce que des fois j'écris. Alors, de la façon on de... avait des mouches qui ne savaient pas si ça existait ou quoi. Voilà. Ouais. Ben, voilà. Là, j'avais 15 ans, donc je veux dire, je suis parti sur une histoire abracadabrantesque. Mais il n'a pas publié. J'aurais jamais osé envoyer un truc comme ça. Ça va être toutes les sociétés d'insecticides. Est-ce que tu envisages d'écrire quelque chose par rapport à ton milieu professionnel? Alors, j'ai déjà écrit une nouvelle où je me suis inspiré de quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai gardé pour moi. C'est quelque chose d'un peu compliqué. L'écriture, elle a aussi ça d'important chez moi, c'est qu'elle me permet aussi des fois d'évacuer les choses. C'est un exutoire. Voilà. Oui, c'est un peu un exutoire. Sur certaines choses compliquées, à certains moments qui ont été compliqués dans ma vie, j'ai eu le besoin d'écrire et de raconter les choses. Mais alors là, juste pour moi, quoi, pour faire sortir les choses et pour les expulser. Sans avoir forcément envie que d'autres le sachent. Voilà. Mais ça me paraît un peu compliqué. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est peut-être pas tout seul. Non, voilà, parce que... Dans le milieu où c'est ça. Et puis, comment dire, comme je suis assez cash, je pense que les gens se retrouveraient vite. C'est un peu compliqué professionnellement pour moi, quoi, voilà. Mais
Peut-être un jour, peut-être quand je serai à la retraite, si jamais j'y arrive un jour. Plein de temps libre. Je sais pas, peut-être. Mais j'ai déjà réfléchi dessus. Oui. C'est quelque chose qui me travaille, même On si. a souvent des choses à dire, voilà. Oui. Pour écrire. Ouais, Après, ouais, ouais. effectivement, il y a tenu comme un secret, mais par la relation. Déjà. Oui. Est-ce que tu comptes faire une suite pour le bouquin? Alors, c'est une question qui m'a déjà été demandée mais plein de fois. Alors, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas envisagé jusqu'à il y a quelques mois. Et puis, comme là récemment, quand le livre est sorti, plusieurs personnes m'ont posé la question, j'ai réfléchi à est-ce que ça serait faisable, est-ce que ça serait intéressant aussi. Est-ce que moi, ça m'intéresserait déjà d'écrire une suite. Et j'ai trouvé peut-être comment dire, Un angle d'attaque. un angle d'attaque, oui effectivement, qui serait, alors pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette équipe-là, alors le roman on a du mal à le situer à travers l'époque, il y a un événement historique qui permet de le situer vraiment, c'est la révolution des œillets au Portugal qui se déroule dans les années 70, c'est le seul événement qui permet vraiment de dire ah oui d'accord, ça se passe là. Bon, après il n'y a pas de ligne à 3 points, donc pour ceux qui connaissent le basket c'est peut-être un peu plus facile, etc. Mais donc c'est un roman, on va dire, qui parle d'un basket de la génération d'avant. Et l'angle d'attaque, ça serait de retrouver le même club à l'heure actuelle, pour voir comment il a évolué. Voilà. Mais pour l'instant, ouais, 20, 30, 40 ans après peut-être. Voilà. Pour voir effectivement l'évolution. Les enfants des anciens avec les... Voilà. Où on retrouverait La quelques suite personnages. des personnages. Mais pour l'instant, c'est juste voilà, une ébauche. J'ai pas... Il faut que l'envie vienne après. Ah, parce que Oui. La couverture, qu'est-ce qu'il a fait? Alors la couverture a été faite, d'ailleurs l'ensemble a été fait par un artiste extraordinaire. Je pèse mes mots, c'est mon beau-frère. Mais c'est surtout... sans parti pris. Il n'est pas là, sans parti pris. Non, non, je lui ai demandé parce que il est graphiste, il est scénographe, c'est un artiste. Voilà. C'est un artiste et il a pris le parti d'un dessin très très naïf, très simple et très naïf, parce qu'il s'est basé un petit peu sur le personnage de Ian Biles, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est un personnage un petit peu lunaire. Et du coup, il est parti sur quelque chose d'assez sobre, qui m'a plu immédiatement, moi, parce que j'ai trouvé que ça reflétait parfaitement l'état d'esprit du joueur. Et heureusement qu'il était là, parce qu'en fait, c'est lui qui s'occupait carrément de la maquette. Voilà. Sans lui, je pense que le bouquin serait encore chez l'imprimeur. Voilà. Sinon, pour en revenir au personnage, tu peux un peu dire qui est qui? C'est des Fred Weiss. Alors, il y a Fred Weiss. Voilà. Il y a Omar Zouzou, l'entraîneur. En fait, je me suis servi du nom de Zouzou parce que j'ai joué avec un joueur dont le surnom était Zouzou, qui s'appelait François Capdepuis, qui a joué avec moi à l'SPTT, qui a joué à Hamon, qui a joué à Beaujac. Bon, il y a un gars qui s'appelle Mansour Emrika. Bon, lui, on ne peut pas le louper, hein, puisque ça fait clairement référence à Mousse Emrika, qui est un grand copain à moi avec qui j'ai joué aussi à la SPTT de Dax. Même si Mousse n'est pas noir comme l'ébène, comme dans le roman, mais qu'il est plutôt café au lait. Le beau gosse. Le beau gosse, j'ai pas eu de modèle. Ah, t'aurais bien aimé. Non. Et c'est l'un des rares personnages où. Il était dans les années 70, le beau gosse, il a pas été conservé, mais enfin. Chez les années 77. Il jouait là. Lui, il jouait là. Lui, il jouait là. Non, lui honnêtement, je ne me rappelle pas avoir. Alors, si. Non, pas lui. Il y a un autre personnage qui s'appelle Miguel Pacheco, à qui il arrive quelques aventures au début, enfin, dont on parle, c'est un ancien du club. Alors lui, je me suis clairement inspiré d'un Américain qui jouait à Orthez dans les années 80 et qui était là lorsque l'élan Bernier a remporté la Coupe Korak. Vous allez m'aider, je ne me rappelle plus le nom, un shooter américain blanc. Non, juste avant Howard Carter, qui justement avait eu quelques soucis avec quelques maris dans les alentours d'Orthez. Et donc je crois qu'il avait fallu qu'il s'échappe à la fin d'une saison. Je ne vais plus me rappeler son nom.
Heureusement pour lui, je ne vais plus me rappeler son nom. Et après, les autres personnages. Antonio Barras. Antonio Barras, alors le nom Barras, je m'en suis servi. D'ailleurs, quand il a ouvert et qu'il a vu son nom, il m'a dit j'ai un copain qui s'appelle Barras et qui travaille à la librairie Campus à Dax. Et quand je lui ai passé le bouquin, il a ouvert, il dit mais je suis dedans. Et, bon, voilà. Et j'avais oublié, j'avais complètement oublié que j'avais filé un nom de personnage. Alors après c'est plus facile pour moi pour écrire quand j'ai des visages en tête, c'est vrai que c'est un peu plus... C'est ça, je voulais savoir les personnages qui t'avaient inspiré là. Ah il y en a plein. Oui, c'est pour ça. Ah, oui. Alors il y a un personnage qui s'appelle Courméou qu'on retrouve aussi. Alors lui Courméou c'est très clair, c'est deux joueurs d'exception avec qui j'ai joué aussi à Dax, qui s'appellent Michel Courbatch. Michel Duméou et Pierre Courbatch. Michel Duméou et Pierre Courbatch, qui étaient de sacrés loulous. Et je crois que le personnage leur ressemble beaucoup à tous les deux. Voilà. Il faut qu'il soit fidèle à l'image que tu avais d'eux. Tu t'en es servi, quoi. Ah oui, là complètement. Oui, je m'en suis... Tu n'as pas modifié, la façon d'être. Voilà. Bah, je me suis inspiré de ce qu'ils avaient pu me montrer quand je jouais avec eux. Voilà. Et c'est pas toujours reluisant, d'ailleurs dans le roman c'est pas toujours reluisant non plus. Mais c'était de grands joueurs de basket aussi. C'est des gens qui ont porté le club de la SPTT pendant des années. Quoi. Voilà. Et après pour les autres personnages, bon, il n'y a pas beaucoup de personnages. Il n'y a pas énormément de personnages dans le roman. Non, voilà, Cordel, tu en as parlé oui, déjà. Cordel, Jean-Paul Cornu. Barras, c'est fait. Lopez, oui. Alors, si vous voulez faire dédicacer votre livre, Gilles est à votre disposition. Il a amené aussi quelques exemplaires si vous ne l'avez pas déjà. Et puis après, comme ça, on va pouvoir boire un petit verre. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux, remercier Véro, parce que c'est une première pour elle. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Par ailleurs, je ne sais pas, c'est la première que tu fais. Ah oui. Eh bien, merci à tous les deux. On a bien préparé ensemble. Vous l'avez fait quand la préparation? Il y a une Cette semaine. Vendredi 6 dernier. mois. Cette semaine pour ne pas perdre. Vendredi dernier. Vendredi dernier. Voilà. 7 semaines ou 7 semaines? Non. Non, pas plus. Bon, merci. Ouais, merci à vous. Et on va. Voilà. Ah, je vais aller chercher tout ce qu'il faut.